Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, c'est la première émission de la rentrée. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau après cet été qui sans doute vous a permis de vous reposer et de voir d'autres merveilles de l'art et de la culture. Aujourd'hui, c'est Catherine Desormières dans ses 10 minutes chroniques qui nous présente un premier roman de Bastien Hauser, Une singularité. Mathieu Amance nous revient pour son instant poésie. Il présente une poétesse, conteuse, comédienne basée en Normandie. C'est Hélène Milan. « 10 minutes chroniques », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. C'est un sujet de perplexité, un phénomène de l'espace, les trous noirs. Et qu'on soit indifférent ou fasciné, nous restons démunis. Car comment se représenter ce que précisément nous ne pouvons pas voir, à peine imaginer? Comment concevoir l'inimaginable, un insaisissable, issu d'un événement indiscernable à notre œil de terrien ordinaire? Une étoile meurt, son noyau s'effondre sur lui-même, elle explose. Ce qui reste de la matière qui ne s'est pas dispersée dans l'espace se rétracte, se concentre et est absorbé, avalé en un petit point qu'on appelle une singularité. Ultime vision où la matière est si concentrée qu'on ne peut pas la distinguer. C'est un trou noir. Une singularité. C'est le titre du premier roman de Bastien Hauser, paru en mars de cette année 2024 aux éditions Actes Sud. Le narrateur s'appelle Abel Fleck. C'est un jeune homme d'aujourd'hui, qu'on pourrait penser insouciant au milieu de ses relations amicales et de ses amours légères. On n'a pas le temps d'en savoir beaucoup plus avant l'accident. Il n'a pas 30 ans, pourtant le 10 avril 2019, il s'effondre sur le sol. Tout va très vite. Le médecin qui l'examine lui annonce qu'il a été victime d'un AVC. Abel a de la chance. L'hémorragie n'a pas duré, et pour preuve, on lui montre l'image de son cerveau sur un écran. Ça ressemble à des nuages, à des volutes de fumée. Et lui, il prend un marqueur vert et encercle un point lumineux. Il dit « Vous voyez cette tache, monsieur Fleck? C'est l'hématome. Je ne vois que ça. Vous avez eu de la chance. L'hémorragie a été de courte durée. Vous pouvez remercier vos thrombocytes. Aucune zone motrice ne semble avoir été touchée. » Le médecin pointe à nouveau mon cerveau du doigt. « Vous avez entendu parler de l'air de Broca ?» Comme je ne réagis pas, il agite son marqueur. Il s'agit d'une zone cérébrale, intimement reliée au langage. À mes yeux, rien ne la distingue du reste. La proximité de l'hématome nous oblige à suivre l'évolution de la situation de très près. Il éteint le présentoir. La tache reste imprimée sur ma cornée, comme une étoile morte depuis des millions d'années. J'ai levé la tête vers le ciel d'été, inondant ma rétine de photons qui forment de petites flaques et altèrent ma vision. Il continue à parler, mais je ne l'écoute plus. Pendant que le médecin apporte des précisions et des recommandations,
La jeune amie d'Abel, Sacha, prend des notes. Fatigue, désorientation, difficulté à trouver les mots. Fixer un rendez-vous. 9 jours plus tard, Abel est dans la rue sans se souvenir du moment où il est sorti de chez lui. Je suis dans la rue. Je n'ai aucun souvenir d'être sorti de chez moi, comme si je venais de me réveiller d'une nuit de plusieurs jours. Il me faut quelques secondes pour comprendre où je suis. Je passe la main sur mon visage, sur mes avant-bras, sur mes coudes. Je ne suis pas blessée. Dans ma poche, je trouve mon téléphone. Je me dis que tout va bien. Sur mon téléphone, il y a des messages de Sacha qui disent « On se retrouve au Petit Lion à 20h ». Je marchais déjà dans la bonne direction. Quelque part, ça me rassure. Je me dis, même en dormant, je me suis habillée, je suis descendue dans la rue, je ne me suis pas fait renverser en traversant et j'ai pris la bonne direction. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais rejoint Sacha en dormant. Je me demande si elle l'aurait remarqué. Le soir de l'accident, j'étais chez elle. Elle s'est occupée de moi, a appelé l'ambulance. Tout ça. Si elle n'avait pas été là, je sais pas. Même avec le bruit de la rue, j'entends mon cerveau qui bourdonne. Quelque part entre la fréquence radio et la mécanique défectueuse, comme si on avait oublié de huiler, comme si une pièce avait été déplacée. Je ne parviens pas à me défaire de la sensation que si je pense trop, quelque chose en moi va céder à nouveau, et cette fois pour de vrai. Cette fois, pas comme un micro AVC, mais comme un torrent, une éruption. C'est le lendemain qu'Abel rencontre Cyril, qui, dit-il, prépare une thèse en neurosciences. Il en expose sa théorie. Sur le principe, notre corps pourrait fonctionner, avec toutes ses articulations et toutes ses perceptions, sans pour autant développer une conscience. On serait comme des zombies, vivants mais pas conscients de l'être. Mais ça, c'est la question facile, la question à laquelle les neurosciences devraient pouvoir répondre d'ici quelques années. On va inventer des machines, des scanners ultra puissants, qui vont tout arranger. C'est après que ça se complique. Après, il faudra expliquer quel rôle joue la conscience dans l'organisation de l'univers. La photo du trou noir, c'est un bon exemple, tu l'as vu? Ils l'ont publié il y a quelques jours. Perso, ça me fait phaser de ouf. Je veux dire, c'est pas une simulation, ça ne vient pas d'un jeu vidéo ou quoi, c'est une photo. Il faut la voir, c'est incroyable. Je pense honnêtement que c'est une des images les plus importantes des dernières décennies. Il tape vite sur l'écran de son portable avant de me le rendre. Jusque-là, au centre de mon champ de vision, il y a un anneau orangé de la taille d'un smartphone ou de l'univers tout entier. On a photographié l'absence. Sur l'écran, il n'y a rien. Ou plutôt, il y a un disque d'accrétion orange qui gravite autour de rien. Et le noir du centre de l'image est le noir le plus noir qui soit. Ce n'est pas le noir de la couleur, c'est le noir du vide, le noir où rien ne se reflète jamais. Il me dit, le trou noir s'appelle M87. Les absences d'Abel se reproduisent. Il se retrouve fréquemment dans des endroits sans savoir comment il y est arrivé. Ses amis ne se rendent pas compte de ce qu'il leur cache si bien. C'est un peu comme s'il avait une existence alternative où des faits obscurs et inconscients s'enchaînaient parfaitement à des phases conscientes. Le 25 avril, alors qu'il fait défiler des photos sur l'écran de son téléphone, la succession des images le mène au site web d'un magazine scientifique. Je reconnais les anneaux orangés du disque d'accrétion, le même que m'avait montré Cyril sur son portable. Je reconnais M87. En dessous de l'image, il y a un article qui dit que le 10 avril 2019 a été publiée la première photographie d'un trou noir. Je relis la date 3 fois. Je la connais déjà. C'est le jour que j'ai passé à l'hôpital. C'est le jour où on m'a montré l'intérieur de mon cerveau. J'essaie de ne pas flipper, je me dis,
Le monde est rempli de coïncidences, une de plus, une de moins. Sauf qu'une probabilité comme ça, c'est interdit. Si je la calculais, si je savais la calculer, elle serait si petite. Des dizaines de zéros après la virgule, un truc ridicule. Ce que l'on ne peut pas raisonnablement concevoir devrait être interdit par une loi de la nature. Pour éviter que le jour où des conférences de presse sont organisées tout autour du globe pour présenter la première photo d'un trou noir, je sois en train d'observer pour la première fois le trou à l'intérieur de moi. Le bourdonnement dans mon cerveau n'a jamais été aussi fort. Il ne parle à personne de ses troubles, ni de ce qu'il vient de découvrir. Mais au vertige dû aux conséquences de l'AVC s'ajoute celui d'une folle incertitude. Et si le cercle nébuleux qu'il a vu sur l'image de son cerveau était une singularité? Et si de la même façon que le trou noir avale la lumière, son cerveau allait basculer dans le néant? Abel finit par être persuadé qu'il abrite la réplique de M87. Sa pensée alors, dont on pourrait se dire qu'elle est délirante, oscille entre une sorte de recherche scientifique et une vision onirique. Sur Internet, je lis que le cerveau et le ciel, c'est pareil, que si l'on compare la distribution et la matière et la manière dont l'information se transmet, c'est pareil. La structure de l'univers est si proche de celle du cerveau humain qu'il est probablement capable de penser, lui aussi. Je me demande à quoi pense l'univers. Je me demande s'il pense à moi, s'il sait que j'existe. On suit Abel dans sa quête mystique, personnage attachant et fragile, pour qui l'amitié et l'amour, la présence des autres est indispensable, alors qu'il est solitaire, prisonnier d'une terreur qu'il ne veut pas partager, par peur de montrer sa singularité. La suite de ce roman, je ne la dis pas, bien sûr. Ce roman, reflet de notre époque, des incertitudes et de désirs d'ailleurs. Let's go. Retrouvons-nous le 22 septembre, 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie Par Mathieu Amance. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'Instant Poésie, aujourd'hui consacré à Hélène Milan, une poétesse, conteuse et comédienne à la voix suave et aux accents graves qui nous viennent de Normandie. J'ai découvert Hélène Milan la première fois à la Chapelle 14 à Paris, qui avait donné une carte blanche à Manche-Thémault pour y organiser un événement collectif en mars 2022. Hélène s'est retrouvée à donner des extraits de son spectacle Voyageuse, une sieste poétique, aux côtés de Chloé Martin, Laura Luthard et Margot Ferreira, 3 autres poétesses. Ensuite, c'est pour ce même spectacle, mais cette fois-ci en version complète, Voyageuse, cette sieste poétique, que j'ai retrouvée au Havre, Hélène, au festival Slam Cause en mars 2023. J'ai également côtoyé Hélène Milan dans un projet dédié à Marquer en Normandie, où elle est intervenue au musée Malraux lors d'une scène ouverte en donnant
sa vision de l'exposition. Son texte a ensuite été publié dans le recueil collectif du même nom, marqué en Normandie, des éditions Ligne d'Horizon, en février 2024. Hélène Milan poursuit aujourd'hui sa collaboration avec la maison d'édition Ligne d'Horizon puisqu'elle publie régulièrement des textes dans les ateliers poétiques en ligne animés par Éric Ardouin et Caroline Adler-Micot. Hélène Milan fut régulièrement présente aussi dans les podcasts de Mange tes mots animés par Margot Ferreira et Héloïse Bézion avec un concept tout particulier qui demandait aux différents participants et participantes de produire des textes personnels inspirés de citations de vers de poétesses. Et nous allons tout de suite écouter un extrait d'une des propositions retenues d'Hélène Milan. Abeille sauvage, par ta voix de rocaille, butineuse et brigande, par tes mots inconnus au rythme stupéfiant, par ton allure extra-vague hante, le souvenir du nectar nourriture de mes amitiés d'adolescente pâtie. Tu étais 3 photos, nous étions 3 amies lycéennes à la cérémonie du mercredi. Choisir le premier album de l'après-midi, celui que nous écouterons hypnotiquement, sans parler, en toute religiosité. Alors prendre le temps de bien regarder laquelle de ces 3 pochettes aujourd'hui nous fait effet. Celle où ta chemise est défaite, ta cravate ouverte, veste sur l'épaule jetée, tes poignets frêles, un air d'androgynie rebelle, avec une certaine hauteur de vue, mais face à face, avec nous, à égalité, avec nous qui sommes en quête d'icônes et de chevaux endiablés. Oh, Cèse, tes chevaux! Ou bien celle où tu te coiffes, te décoiffes, la moue boudeuse, tes cheveux ont poussé, les bras fins, musclés, un adorable petit bustier rose en seconde peau, sans soutien-gorge, ni aisselle épilée, ce qui nous est plutôt familier en cette fin des 70s. Et tu es tout un printemps, Easter, tout un dimanche de Pâques avec Frédéric et Isabelle. Ou encore celle où tu deviens double, magicienne aux 2 colombes blanches que tu portes en douceur sur tes mains. Tu es toi-même une oiselle animale dans ta robe de dentelle si gracile, sous tes cheveux de jais en bataille non rangés, au creux de ton regard plein de questions existentielles qui nous foudroient. Ce dernier album vient d'arriver. Nous ne le connaissons pas encore par cœur, mais nous savons qu'il est enchanté. L'enchantement de la vague. Wave. Et oui, c'est celui-là que nous allons écouter près du ficus. Et puis nous nous mettrons à danser, toutes les 3. We're dancing barefoot, au milieu des poufs oranges, some strange music, les pieds nus, like some heroines, sur la moquette bouclée. Revenge, sweet revenge, sweet, sweet revenge. Hélène va être particulièrement active durant ce mois de septembre 2024 dans le cadre des journées du matrimoine, puisqu'elle sera à l'affiche de Feu Yourcenar jeudi 19 septembre à 19h
d'Anita Conti et les Dames de la Mer, samedi 21 septembre à 15h à Fécamp. Et ensuite, de Conte-moi Rouen décolonial, dimanche 22 septembre à 15h. Les Journées du matrimoine, dont c'est la 8e édition, sont organisées en Normandie par l'association HF+ Normandie. Elles auront lieu du 19 au 22 septembre et elles sont coordonnées par Faustine Lebras. HF+ est une association très active qui promeut l'égalité entre les genres dans les arts et la culture. Cette année, les Journées du patrimoine réuniront 110 événements qui se produiront dans une centaine de lieux culturels de la Normandie. L'association HF+ Normandie a pour but le repérage des inégalités entre les hommes et les femmes dans le milieu des arts et de la culture et la mobilisation contre les discriminations observées dans le but de favoriser l'égalité réelle et la parité. Pour plus d'inclusivité, HF+ revendique que les Journées du matrimoine soient intégrées dans les Journées européennes du patrimoine. Feuille Yourcenar est une performance poétique d'Hélène Milan à partir de récits et poèmes écrits dans les années 1930 par Marguerite Yourcenar, extrait des recueils Feu et Les Charités d'Alcippe, une écrivaine majeure du matrimoine qui fut en 1980 la première femme élue à l'Académie française. Ça se tiendra à la librairie Café Latonne le jeudi 19 septembre à 19h. Une lecture gratuite. Anita Conti et les Dames de la Mer est un spectacle d'Hélène Milan et de Florence Capron, tissé autour de récits de mer, poèmes, dialogues et chants autour de l'œuvre et de la vie d'Anita Conti, océanographe, photographe et poétesse. Les récits évoquent à chaque fois l'importance de la place des femmes pour la protection des océans. Ça se tiendra au musée de Fécamp le samedi 21 septembre à 15h. Là encore, c'est un spectacle gratuit sur réservation. J'en profite pour signaler la superbe exposition dédiée à Anita Conti aux pêcheries de Fécamp. Exposition intitulée « La dame aux semelles de vent ». Vous pourrez notamment, outre le spectacle proposé par Hélène Milan, retrouver une lecture le samedi 2 novembre à 14h30 intitulée « Les vaisseaux du hasard » sur entrée libre et gratuite. Il s'agira de découvrir une facette inattendue et particulièrement puissante de la créativité d'Anita Conti qui témoigne de son esprit et du cœur de sa pensée puisqu'elle a écrit de la poésie. Conte-moi Rouen décolonial est une ballade commentée de Florence Capron et d'Hélène Milan. Les esclaves, comme les colonisés, étaient pour moitié des femmes. Les révoltes ont été également portées souvent par des femmes, pourtant leurs voix ne sont pas ou peu entendues. Cette ballade a pour objectif de faire entendre ces voix de femmes. Le rendez-vous est donné à l'esplanade du Champ de Mars à Rouen à 15h le dimanche 22 septembre pour cette ballade qui sera gratuite. Vous pouvez retrouver toutes les actualités et toutes les activités d'Hélène Milan sur son site internet musezepo.fr, MUSES espace ET espace PEAUX.fr. Avant de nous quitter, je vais encore vous parler du CD Enfance qu'Hélène Milan a consacré au poème d'Arthur Rimbaud qu'elle réinterprète avec sa voix suave dont je vous parlais au début. Nous allons écouter un extrait, le poème Ophélie d'Arthur Rimbaud, dont la musique a été composée par Eddie Piouf et où l'on retrouve Hélène Milan au chant, Jojox à la batterie, Eric Vanden à la basse et Jean-Paul Miotto à l'harmonica. Un titre enregistré au studio Bob City et coproduit par Salud et Musepo, comme tout le reste du CD. C'est parti, on écoute Ophélie. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la
blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des alalices. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle, elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids, d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Comme la neige, oui tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait les chants de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs de nuit. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un bon cavalier pâle, un pauvre fou s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles. Tu te fondais à nuit comme une neige au feu, des grandes visions étranglaient ta parole. Et l'infini terrible effara ton œil bleu. Poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillais et qu'il a vues sur l'eau, couchées en ses longs voiles. La blanche Ophélia flottait comme un grand lys. Vous venez d'entendre une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez une grande exposition d'Anna Stein à la cathédrale Notre-Dame du Havre du 12 septembre au 20 octobre. Anna Stein participe également à une exposition à la galerie Agnès Sabova. C'est une exposition réalisée en collaboration avec l'Institut Liszt. Elle regroupe Erika Fabian, Attila Futaki, Lévi et Anna Stein. Et elle dure du 12 septembre au 20 octobre. Bonne semaine à vous. À bientôt et bienvenue peut-être à ceux qui viennent d'adhérer. Merci à vous. À bientôt.